Comment égarer quelque chose d'aussi particulier qu'une bombe atomique? 40 ans de guerre froide, à jouer au chat et à la souris, n'a miraculeusement pas abouti en conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Peut-être que le vrai triomphe de la guerre froide est d'avoir réussi à ne pas calciner des millions de compatriotes dans chacun des deux pays. Dans les années 50, si c'était nucléaire, c'était extraordinaire. Nous avons donc envoyé nos troupes dans les tranchées du Nevada, où nous avions placé une bombe atomique. Ils devaient la regarder éclater, puis ils observeraient l'immense nuage. L'onde de choc devait ricocher sur eux. Risqué et naïf, tel était le rituel des années 50. La SAC était l'agresseur, et l'armée de l'air était l'intimée. Les exercices étaient très crédibles. Évidemment, les seuls appareils sur lesquels nous pouvions nous exercer étaient nos propres bombardiers, et parfois certaines choses se produisaient. Il a lancé un SOS. Nous avions été victimes d'une collision en plein vol. Alors nous avons décidé de survoler l'océan et d'y larguer cette arme nucléaire de force Mark 15. Un demi-kilo de plutonium est suffisant pour transmettre à chaque individu sur la Terre un cancer du poumon. Il s'agit ici d'une bombe à retardement. C'était juste une arme nucléaire, après tout. On pourrait toujours en informer le commissariat à l'énergie atomique. C'est assez étonnant de considérer cet impact comme celui d'un objet qu'on aurait laissé tomber dans un égout ou dans son jardin. Le 13 février 1950, l'Amérique égare sa première bombe nucléaire. Un bombardier B-36, qui se trouvait à mi-chemin de sa mission, découvre que 3 de ses moteurs ont pris feu. Le pilote lâche la bombe atomique de 18 000 kilos dans le Pacifique, à l'ouest de Puget Sound, dans l'État de Washington. En 1961, un B-52 transportant 2 bombes à hydrogène est victime d'une fuite de carburant. Il prend feu et explose. Les 2 bombes qu'il avait à son bord s'écrasent avec lui au milieu du champ d'une ferme. L'une des 2 bombes est retrouvée, mais la seconde, thermonucléaire, est perdue à jamais. En 1956, 4 B-47 décollent et se dirigent vers la base aérienne de Ben Guerar au Maroc, l'un d'entre eux ayant à son bord 2 capsules nucléaires. Au moment d'effectuer une manœuvre de ravitaillement en plein vol, il disparaît mystérieusement sous une couche de nuages. Une battue terrestre et aérienne est entreprise dans le désert du Sahara. Aucune trace du bombardier, de son équipage et de sa cargaison nucléaire. Voici quelques exemples d'une douzaine d'incidents documentés de la guerre froide qui se sont produits et où des militaires américains, soit par mésaventure ou par erreur humaine, ont perdu ou abandonné des armes nucléaires. Le 4 février 1958, au-dessus de Savannah, en Géorgie, le pilote d'un vol stratégique aux commandes d'un B-47 doit faire face à une décision terrible, larguer ou non la bombe atomique qu'il transporte. Le pilote doit tenir compte de cette réalité. Il ne vole pas au-dessus d'une installation où on effectue des essais nucléaires, ni d'un territoire ennemi. Il survole le littoral d'une ville américaine prospère. Sa bombe, une Mark 15, était de conception relativement nouvelle et plus légère, 3 mètres de longueur, avec un diamètre d'1 mètre et pesant 3200 kilos. La Mark 15 fait la moitié du poids des bombes précédentes, mais elle est 500 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima 13 ans plus tôt. À mi-chemin sur le globe, effleurant les rives de la rivière Savannah, se trouve Savannah en Géorgie. En 1733, le général britannique James Edward Oglethorpe baptise la 13e et dernière colonie de la couronne. Il la nomme Géorgie en l'honneur du roi George II. Il désigne Savannah comme capitale. Le général Oglethorpe conçoit un plan urbain avec un réseau de larges rues, de somptueuses places et des fontaines bien parées. En 1793, Eli Whitney invente l'égreneuse de coton à Savannah. Il révolutionne la culture à grande échelle du coton et pourvoit un essor économique au sud. Savannah devient un grand centre industriel et un port prospère. Pendant la guerre civile, le général unioniste William Sherman mène sa marche légendaire d'Atlanta à la mer, brûlant tout sur son passage. En décembre 1864, il arrive à Savannah avec 70 000 soldats de l'Union.
Tombant sous le charme de cette cité, Sherman l'épargne des flammes. À Noël, il fait porter un télégramme au président Lincoln. « Je vous offre la ville de Savannah en guise de cadeau de Noël. » Même si elle se trouve à 25 km à l'intérieur des terres, Savannah est considérée comme une ville côtière. La région, découpée davantage par l'eau que par la terre, est traversée par un labyrinthe de petites rivières et de ruisseaux sinueux qui se fraient un chemin vers l'Atlantique. Durant la guerre froide, le secret le mieux gardé est la plus forte bombe nucléaire du monde qui sillonne le ciel des principales villes américaines 24 heures par jour. En 1956, le président Eisenhower approuve clandestinement une politique autorisant l'armée de l'air américaine à transporter et à utiliser des armes nucléaires. Ce nouveau blason de l'armée de l'air s'appelle Strategic Air Command, la SAC. Pendant la guerre froide, la SAC fonctionne de façon tout à fait autonome. À tout moment du jour ou de la nuit, des bombardiers sillonnent le ciel, prêts à attaquer les cibles soviétiques au moment opportun. 3100 divers appareils de la SAC volent durant cette période et plus de 2000 peuvent transporter des armes nucléaires. L'Amérique est officiellement en guerre, mais le public américain ne sait pas grand-chose à ce sujet. No man can know at what hour, if ever, our defensive organization may be put to the ultimate test. Because our purpose is entirely defensive, we must be ready at the earliest possible moment. Only an aggressor could name the day and hour of attack. Le commando aérien s'entraîne constamment, prétendant que les villes américaines sont des cibles soviétiques. Dans ce jeu, la SAC attaque des villes comme Baltimore, New York et Chicago. Pendant un mois, les bombardiers de la SAC effectuent 600 missions aériennes contre la seule ville de San Francisco. Pour rajouter au réalisme des missions d'entraînement, les bombardiers visant ces cibles sont souvent munis d'armes nucléaires afin de rester en alerte en cas d'attaque surprise des Soviétiques. Le temps est à l'ère du nucléaire, où les villes et même les civilisations peuvent être anéanties en une fraction de seconde. Les bombardiers équipés d'armes nucléaires ont patrouillé quotidiennement, frôlant la limite du contrôle exigé. Une ligne imaginaire dessinée dans le ciel, le point de non-retour avant que l'holocauste nucléaire commence. Si les citoyens américains avaient eu vent de l'agressivité de leurs militaires, des pratiques risquées de la SAC, comme les alertes au sol et les missions aériennes qui larguaient des bombes atomiques sur le sol natal, tout ça aurait cessé. 21 heures. À la base de l'armée de l'air de Homestead en Floride, le major Howard Richardson, le lieutenant Robert Lagerstrom et le lieutenant en second Leland Willard de la 19e division de la SAC montent à bord de leur bombardier B-47. Ils ignorent s'il s'agit d'une réelle attaque soviétique ou d'un simple exercice. On vivait en attente d'une alerte, 10 jours à la fois. Il fallait dormir avec les combinaisons de vol parce qu'il fallait 15 minutes pour s'habiller et se rendre à notre appareil le plus vite possible. Tous les pilotes et les équipages n'avaient qu'à se rendre à leurs positions respectives. Leurs casques étaient en place et leurs parachutes prêts à être déployés. Leur plan de vol, leurs cartes, tout était là. 15 minutes était le temps estimé pour qu'un missile russe vienne frapper les États-Unis. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est démarrer et décoller. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le major Richardson a mené 35 missions à bord d'un B-17 dans le ciel de l'Allemagne nazie. Il a piloté le Mississippi Miss, un appareil semblable au Memphis Belle, rendu populaire dans les films d'Hollywood. Avec plus de 3000 heures de vol, il est le plus expérimenté de l'escadrille. Mais dans la nuit du 4 février 1958, tous ceux qui sont à bord du B-47 ne peuvent pas imaginer le rôle que jouera cette mission dans leur vie et comment elle déterminera leur sort. Richardson et son copilote Lagerstrom préparent leurs bombardiers respectifs pour le départ et s'alignent en formation avec les équipages des autres B-47 de leur unité.
Richardson met les moteurs plein gaz. Une fois dans les airs, le Major Richardson est rejoint par un second B-47. Ce soir, Richardson et son équipage prennent part à une mission d'entraînement militaire complexe. Ils ont reçu l'ordre de zigzaguer au-dessus des États-Unis, puis de descendre sur leur fausse cible, la petite ville de Radford, en Virginie. Leur B-47 incarne un bombardier russe qui mène une attaque dans le ciel américain. Entre Richardson et la cible, un écran défensif d'avions de chasse Sabre F-86 et une batterie de missiles aériens défensifs, chacun ayant reçu l'ordre d'abattre les bombardiers. Comme une centaine d'autres villes américaines avant elle, la petite localité endormie de Radford en Virginie devient le centre de l'exercice, la cible substitut pour imiter la destruction d'une ville soviétique semblable. Les citoyens de Radford ne savent rien de la partie d'échecs qui se joue au-dessus de leur tête. Le but du jeu est de larguer une bombe atomique armée, une Mark 15, sur Radford. Le B-47 était un avion révolutionnaire. Tous les avions de ligne qu'on voit aujourd'hui lui ressemblent. Ailes et queues dégagées, des capsules pour les moteurs, une apparence très raffinée. C'était un appareil très rapide et il fallait être expérimenté pour vraiment en tirer ce pourquoi il avait été conçu. Le lieutenant-colonel retraité Tony Reyes a volé plus de 6500 heures à bord d'un B-47, plus que quiconque dans toute l'histoire de l'aviation. Le B-47 était un avion qui ne pardonnait pas. Si on faisait une erreur, on avait de gros ennuis. Il fallait tenir compte des nombreuses restrictions. Et spécialement quand quelque chose n'allait pas avec l'avion ou quand on effectuait une manœuvre anormale. Durant toutes ces heures de vol, nous avons fait face à plusieurs procédures d'urgence. Au-dessus du golfe du Mexique, ils doivent se ravitailler à même un citerne KC-135. L'une des choses les plus difficiles à faire est de ravitailler un avion en plein vol. Vu d'en bas, tout a l'air d'un jeu d'enfant. Deux avions sont côte à côte dans le ciel et ils ont l'air immobiles. Il faut garder la cadence avec le gars d'en haut pendant qu'il essaie de voler le plus droit possible. On perd environ entre 5 à 7 kilos lors d'un seul ravitaillement. Ça prend environ 20 minutes pour faire le plein et on rajoute un poids d'environ 20 à 30 000 kilos. J'ai survolé le golfe du Mexique en direction de Saint-Paul et Minneapolis. J'ai volé jusqu'à la frontière canadienne parce qu'il fallait simuler une mission identique à celle que nous aurions à effectuer en Russie. Ça aurait pris un certain nombre d'heures pour s'y rendre et nous devions aller droit sur notre cible. Pas très loin, à la base aérienne de Charleston, dans le sud de la Californie, une autre alerte est donnée à une escadrille d'avions de chasse, des Sabres F-86, pour qu'ils aillent intercepter les bombardiers soviétiques. Comme les appareils de la SAC sont toujours prêts pour un bombardement de représailles contre l'Union soviétique, le commandement aérien tactique, ou TAC, est chargé de défendre les États-Unis contre une éventuelle invasion. Au cours de missions d'entraînement, la SAC choisit un site pour simuler des bombardements alors que la TAC tente de descendre les bombardiers. L'un de ceux qui pilote un Sabre F-86 de l'attaque est le premier lieutenant Clarence Stewart, âgé de 24 ans. Notre principal travail était de défendre les États-Unis contre les bombardiers et les agresseurs étrangers. À ce moment-là, il s'agissait des Russes, bien entendu. Ce soir, la mission de Stewart a pour but de retrouver le B-47 de Richardson et le descendre. Le F-86 de Stewart est un chef-d'œuvre de technologie, un avion de chasse qui a fait ses preuves pendant la guerre de Corée. Le F-86 était notre principal intercepteur air-air. Dans les années 50, nous tentions de fixer des radars sur les avions de combat. C'était un avantage certain pour le pilote de pouvoir repérer une cible avant même qu'elle soit dans son champ de vision. Mais c'était difficile à utiliser. Il faut garder la tête dans la capote et repérer un point qui indique où il faut viser et ensuite diriger l'avion vers ce point.
Les pilotes n'aiment pas mettre la tête dans les capotes. Ils préfèrent être libres d'observer ce qui se passe à travers le cockpit, surtout quand ils filent dans le ciel à 300 ou 400 nœuds. Le Major Richardson accélère et atteint la vitesse maximale. Pendant que les B-47 et les B-52 volaient, avec pour mission de bombarder, les F-86 tentaient de les intercepter et les attaquer. Nos gars étaient entraînés pour les manœuvres défensives. Le copilote effectuait un tête-à-queue rapide et se tenait en position et prêt à descendre quiconque osait se rapprocher. La SAC voulait que tout soit le plus réaliste possible. Le temps passé dans les airs, la distance parcourue, le carburant utilisé, les nombreux pleins d'essence, tout ce qui pouvait se passer au cours d'une vraie mission contre l'Union soviétique. Un B-47 ou un B-52 effectuerait un bombardement qui la plupart du temps se terminerait sur un parcours électronique. Après avoir réussi à déjouer 2 ennemis, le Major Richardson commence à effectuer la vérification en vue de larguer sa bombe. Il ne faut pas penser que pour larguer une bombe, il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, c'est beaucoup plus complexe. Il faut actionner le train d'atterrissage, retirer les commutateurs de sécurité, déterminer s'il s'agit d'une explosion au sol ou dans les airs. Il y a les options erreur ou guerre que le commandant de l'avion doit actionner. Et il y a aussi les codes qu'il faut valider. Il y a tant à faire. Dans le cas d'une réelle attaque, la paisible ville de Radford serait carbonisée. Au moment où les trappes de la soute qui contient les bombes se referment, le B-47 accélère à 725 km/h pour éviter le choc engendré par la bombe qui éclate. Le Major Richardson dirige son avion vers un territoire plus sûr, franchissant une ligne imaginaire qui signifie la fin de la guerre fictive. Enfin, c'est ce qu'il croit. Richardson ordonne à son navigateur Willard d'éteindre le mécanisme de détection électronique. Une fois leur mission accomplie, l'équipage jouit d'un vol paisible pour revenir à la base. Nous étions très détendus une fois revenus en territoire allié et nous étions contents de rentrer. Mais le lieutenant Clarence Stewart est toujours en position d'attaque. Pressant son visage dans la capote du radar, Stewart aperçoit un clignotement qui se situe à 5 km droit devant. J'avais développé une technique où je montais un peu plus haut et convertissais l'altitude en vitesse. L'avion s'est détourné de nous. Quand je me suis rendu compte que j'étais extrêmement près de l'autre avion, je sentais son sillon et la turbulence qui s'en détachait. J'ai regardé plus haut et j'ai réalisé que le ciel était plein d'avions. Pendant ce temps, le lieutenant Clarence Stewart vise directement le bec d'échappement d'un des 6 moteurs du bombardier. La seule alternative de Stewart est de basculer brusquement son F-86 et prier pour éviter de frapper le B-47, le bombardier ayant à son bord une bombe atomique entièrement armée. Malheureusement, il est trop tard. C'était l'époque où la technologie était nouvelle et où les théories d'aérodynamique se développaient. C'était un temps où la promesse de l'ère des appareils à réaction était tempérée par des designs imparfaits et des accidents subis. Des bombardiers aériens stratégiques se sont effondrés, ont brûlé, se sont démembrés en plein ciel, ont dégringolé jusqu'au sol, perdant leurs ailes, leur queue et étant victimes d'erreurs de pilotage inimaginables. Mais quelques accidents étaient différents, certains impliquaient des bombes atomiques. Nous avions terminé l'entraînement de la journée et nous pensions que les exercices étaient terminés. Nous devions nous trouver en territoire ami. Nos avions de combat n'étaient pas censés charger contre nous. Mais nous avons vu quelques avions de chasse qui volaient au-dessous de nous, certains vers l'est et d'autres vers l'ouest, mais nous n'en avons pas tenu compte. Le radar de Stewart indique qu'il respecte toujours une distance sécuritaire quand le F-86 touche soudainement l'aile droite du B-47 de Richardson. Je faisais un relevé de carburant en faisant face à la droite de l'avion. Et nous avons été heurtés. Soudainement, mon copilote et moi, nous avons vu un éclair à notre droite. Nous avons su tout de suite que nous avions été touchés. Nous avons remarqué que le moteur était accroché à 45 degrés, le nez en l'air.
Sous l'impact, le réservoir de l'aile droite du bombardier est arraché, ce qui provoque de grands trous dans le fuselage et dans la queue. Ensuite, ça a été une question de réflexe. Nous étions prêts à abandonner l'appareil si c'était nécessaire. Il a lancé un SOS, c'était la procédure. Il est entré en contact avec Hunter et lui a demandé d'aviser la SAC que nous avions été victimes d'une collision en plein vol. Mon avion a explosé en frappant l'aile droite de l'autre avion. 2 autres membres de l'équipage ont prévenu que je m'étais écrasé avec l'avion. Après la collision et l'explosion, les autres pilotes ne remarquent pas que Clarence Stewart a été éjecté de son avion. Aussitôt que j'ai été éjecté, j'ai ouvert le parachute. Ça m'a pris environ 32 minutes pour atteindre le sol. Cette nuit-là, la température au sol était de 30 degrés sous zéro. J'ai atterri dans la clairière d'un grand secteur boisé. J'ai passé environ 35 jours à l'hôpital. Je souffrais de morsures par le gel, ce qui se voit rarement en Caroline du Sud. Le B-47 de Richardson exécute un atterrissage d'urgence sur la piste la plus proche. Le bombardier endommagé propose à son capitaine non seulement un atterrissage à peu près impossible, mais un autre défi tout aussi troublant. Que faire avec la bombe atomique? Nous avions encore le réservoir de l'aile gauche, il fallait s'en débarrasser. J'ai dit au navigateur de me prévenir quand nous survolerions un secteur boisé loin des maisons. Il m'a donné le feu vert et j'ai largué le réservoir gauche. Nous avons configuré l'avion pour un atterrissage pour voir comment il réagirait. Nous savions qu'à cause des avaries qu'il avait subies, nous aurions à nous poser à une vitesse plus élevée que la normale. Nous sommes descendus à 6000 mètres. J'ai voulu savoir quelle vitesse je pouvais atteindre. J'ai figuré que si je pouvais la baisser à environ 205 ou 210 nœuds, je me poserais sans risque. Lagerstrom appelle Hunter et lui demande de dégager la piste pour permettre un atterrissage d'urgence. La réponse de Hunter est plus dérangeante pour l'équipe du B-47. On prolongerait la piste d'atterrissage, mais il y avait une saillie profonde en fin de parcours qui anéantirait probablement le train d'atterrissage et nous placerait devant l'éventualité d'un écrasement. Donc nous avons estimé que si l'avion ressentait une secousse, la bombe à la sortie de la soute éclaterait comme un baril de poudre. La situation met ainsi en péril la vie des membres de l'équipage et représente une catastrophe nucléaire potentielle pour Savannah. Lagerstrom contacte le quartier général du contrôle aérien de la SAC à Omaha, dans le Nebraska. Nous leur avons dit que nous allions jeter la cargaison par-dessus bord, et c'est devenu assez calme à la radio. En fait, tout ce que j'ai entendu, c'est « attendez ». La procédure à suivre dans ce genre de cas est de donner préséance à la sécurité de l'équipage. Alors nous avons décidé de survoler l'océan et d'y larguer notre bombe, une Mark 15. Le major Richardson et le copilote Lagerstrom exécutent la liste de contrôle de sortie de l'arme pour la 2e fois aujourd'hui. Plus tôt, c'était à titre d'exercice. Les portes de la soute s'ouvrent, la bombe se détache, ils ressentent un léger sursaut. Il s'agit du recul de sortie de 3500 kilos de matière nucléaire. Larguer une bombe en cas d'urgence faisait partie de la vieille mentalité de la Deuxième Guerre mondiale. On appelait ça « sauver une bombe ». Il fallait éjecter les explosifs de l'avion avant de tenter un atterrissage, parce que la pire chose qui pouvait arriver était de frapper ou déraper sur la piste, être englouti par les flammes et brûler vif. Toutefois, si l'atterrissage réussissait, ce sont les bombes qui explosaient à bord et finissaient par les tuer tous. Maintenir l'avion de niveau et le garder droit présentait un problème. Nous avons atteint la vitesse de 220 nœuds et nous avons fait notre approche. Quand les roues ont touché la piste, nous allions un peu vite et nous avons sautillé. Quand nous nous sommes posés de nouveau, j'ai actionné le parachute. Ce n'est qu'après avoir immobilisé les restes de leur avion que l'équipage apprend à quel point ils sont venus tout près de voir leur B-47 se sectionner. Nous savions que nous avions de sérieux ennuis et que c'était peut-être la fin. Mais nous étions tellement occupés que les choses se sont passées calmement. On a trop à faire pour même penser à être terrorisés. J'ai été reconnu coupable. Et ils se frottaient les mains en préparant la potence pour me pendre.
Puis nous avons reçu un appel du shérif du comté, où l'avion avait atterri, et ils ont dit qu'ils avaient trouvé un objet noir dans la cabine. Je leur ai demandé de le conserver. Les images que nous avons pu visionner ont validé mes allégations. Plus tard, on a découvert que le lieutenant Stewart, à bord de son avion de chasse F-86, volait selon un protocole différent de celui qui avait été donné au major Richardson à bord de son B-47. Ce n'était pas seulement inconvenant, c'était une totale infraction au protocole militaire. On a laissé savoir au F-86 que le bombardier était encore en territoire ennemi et qu'il était prêt pour une attaque. Le B-47, selon les ordres qu'il avait reçus, était passé en territoire allié et avait donc relâché sa vigilance. L'armée de l'air, au cours de l'enquête qui a suivi, disculpe le pilote du F-86, Clarence Stewart, à cause d'un radar foutif. Le major Richardson est récompensé pour son vol extraordinaire et parce qu'il a su garder la tête froide dans de telles conditions de bataille. Leur épreuve est finie. Mais pour la ville de Savannah, les problèmes ne font que commencer. La marine entame immédiatement des recherches pour retrouver la bombe perdue, une arme nucléaire complètement armée. La bombe larguée au large de la côte de Savannah était une Mark 15, conçue en 1953 et mise à l'essai à l'atoll de Bikini le 14 mai 1954. Son rendement est de l'ordre de 1,4 mégatonnes. Cet objet a environ la même taille et contient à peu près la même quantité de plutonium que la bombe qui a détruit Nagasaki le 9 août 1945. Ce n'était en fait qu'une grosse boule de plutonium. Elle avait aussi le même genre de configuration que nous avons employé dans le dispositif qui a détonné en juillet 1945 à Trinity. Autour de cette sphère, il y a plusieurs couches de forts explosifs, du TNT essentiellement dans les premières années, configurées de sorte qu'une fois comprimée, elle a la taille d'une balle de tennis et c'est à ce moment-là qu'elle s'enflamme. Le matin du 5 février 1958, Savannah se retrouve au cœur d'une opération de récupération menée par l'armée de l'air. Au large, un destroyer de la marine sonde l'océan tandis que le personnel de l'armée et de la marine ratisse les plages et les marais des alentours. Il prospecte les eaux près de la plage de Savannah et des plongeurs font des recherches au fond du fleuve. Le 12 février, 7 jours après l'incident, l'armée publie ce communiqué de presse. L'histoire souligne que l'objet jeté par-dessus bord ne présente aucun risque pour la communauté et qu'il est complètement inoffensif. Le 11 mars, une autre bombe atomique tombe d'un B-47 de la SAC. Les explosifs qu'elle contient provoquent, en sautant, un cratère de 22 mètres de largeur et de 10 mètres de profondeur. Ce nouvel événement éclipse complètement l'histoire de Savannah. L'intérêt du public baisse et le gouvernement voit là une porte de sortie. Pendant 2 mois de fouilles, couvrant seulement 8 km² d'eau côtière, les militaires informent la presse que les recherches sont interrompues. La problématique créée par une bombe qui se trouve dans la rivière Savannah est la suivante. La bombe ne gît pas quelque part où ce n'est pas peuplé. Mais je ne sais pas exactement ce que le gouvernement avait en tête. Tout ce que nous possédons, ce sont les quelques notes que nous avons obtenues et qui ont été classées suggérant qu'ils avaient tout essayé et que compte tenu de ce qu'ils avaient investi, ça ne valait pas la peine de poursuivre les efforts. C'était juste une arme nucléaire, après tout. On pourrait toujours en informer le commissariat à l'énergie atomique. Après 3 semaines, les recherches militaires cessent. L'histoire est finie. Il n'y a aucune protestation, aucun rapport d'enquête. Les militaires proclament que la bombe perdue de Savannah est inoffensive. Cette nouvelle histoire devient la version officielle, appuyée par la presse et par un Pentagone qui tente d'éviter l'embarras. De nombreuses bombes, présumées perdues, réapparaissent au cours des années. En 1988, sur la rive nord de Martha's Vineyard, sur le littoral autrefois utilisé par les militaires comme cible de bombardement, de lourdes tempêtes projettent des douzaines d'obus d'artillerie, des bombes et des fusées sur le rivage. Quoique submergé pendant près de 40 ans, un obus éclate spontanément.
En 1997, des joggers sur Cocoa Beach en Floride arrivent face à face avec un objet que la mer a fait échouer pendant la nuit. Après un examen minutieux, l'objet se révèle être une partie des restes de la tragique explosion de la navette spatiale Challenger. Étonnamment, l'incident du Challenger s'est produit il y a plus d'une décennie, 35 km au large de Cocoa Beach. Le long de la côte occidentale de l'Écosse, des obus incendiaires se libèrent d'un dépôt de munitions de la Deuxième Guerre mondiale et jonchent la rive. Bien que submergés pendant plus de 40 ans, les obus blessent un flâneur imprudent. À partir de ces exemples, il devient extrêmement clair qu'une bombe qui émerge de l'océan n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Pour la plupart, le fond océanique qui entoure Savannah en Géorgie est lisse et sablonneux. Rudy Anderson, capitaine de bateau, a pêché la crevette à Savannah toute sa vie, mais de temps à autre, il frappe un écueil. On en parle constamment. Nous sommes sûrs de savoir exactement où elle se trouve. Parfois, quelques bateaux l'accrochent et il reste agrippé solidement. Est-ce que l'écueil dont parle Rudy pourrait être la bombe? Certaines données obtenues lors de l'accident confirment cette possibilité. Les eaux troubles de Wassa Sound excèdent rarement 10 mètres. Une marée d'environ 3 mètres déferle sur ses rivages 2 fois par jour, faisant des ravages le long de cette côte devenue célèbre à cause de ses fréquents ouragans. On peut aisément imaginer ce que de telles tempêtes peuvent provoquer dans le fond de l'océan et l'influence qu'elles peuvent exercer sur l'endroit et sur les caractéristiques d'une ogive nucléaire perdue. Quand ils sont prévenus, les ingénieurs de l'armée, la garde côtière américaine et le National Oceanographic and Atmospheric Administration prétendent ne pas être au courant d'une bombe perdue à Wassa Sound. Même l'unité d'artillerie explosive d'élite de la marine, une équipe de spécialistes qui a pour mission de découvrir et de désarmer les munitions sous-marines, celle-là même qui a examiné le secteur pour les épreuves olympiques à voile en 1994, plaide l'ignorance. À l'extérieur de Washington, cette bombe n'existe tout simplement pas. Si vous étiez la marine américaine et que vous cherchiez une bombe et ne la trouviez pas, que feriez-vous? Que diriez-vous aux citoyens? Je suis incapable de la retrouver? Et si vous la retrouviez, diriez-vous à tout le monde d'évacuer leur maison pendant que vous retirez une bombe atomique de leur cour arrière? C'est un sérieux dilemme. Camouflée depuis plus de 40 ans, la vérité au sujet de la bombe perdue qui gîte au fond de Wassa Sound veut que personne ne puisse vraiment dire où elle est et dans quel état elle se trouve. Il a fallu 2 incidents plus horribles encore avant que le gouvernement ne révoque à l'armée de l'air le droit d'effectuer des missions d'entraînement avec des vraies armes nucléaires. Le 16 janvier 1966, un bombardier B-52, au cours d'une mission de routine, entre en collision avec un avion-citerne KC-135 au-dessus de la côte de l'Espagne. L'avion de ravitaillement éclate, tuant immédiatement ses 4 équipiers. 4 des 7 membres de l'équipage du B-52 sont parachutés, laissant derrière eux 4 bombes à hydrogène B-28 en chute libre dans le ciel. 3 d'entre elles tombent près de la petite communauté agricole de Palomares, en Espagne. La détonation de 2 de ces bombes provoque des cratères énormes et disperse le plutonium partout. Pendant les 3 mois qui suivent, 2000 employés américains et espagnols travaillent à décontaminer le secteur. La 4e bombe, coulée au large de la côte espagnole, n'est récupérée que 3 mois plus tard, à une dizaine de kilomètres du rivage, par le sous-marin monoplace Elvin, piloté par le fils du célèbre aviateur Charles Lindbergh. Un scandale international éclate au moment où des citoyens espagnols protestent violemment contre la pratique des États-Unis de survoler l'espace aérien allié armé d'armes nucléaires. Presque 1400 tonnes de sol radioactif sont excavées et expédiées aux États-Unis, où on en disposera à l'endroit où est située l'usine de la rivière Savannah. Le 21 janvier 1968, un bombardier B-52 effectuant une mission secrète d'alerte s'écrase sur la glace près de la base aérienne Thule au Groenland. 6 des 7 membres d'équipage sont éjectés sans heurts, mais le bombardier se brise violemment sur la couche de glace de la baie North Star à une vitesse de 900 km/h. Les 130 000 litres de kérosène contenus dans le bombardier provoquent un incendie qui fait détonner les fusibles de TNT des 4 armes atomiques. Les débris des bombes et des épaves de l'avion se consument dans des flammes, créant un four volcanique de radioactivité et de métal dispersé et fondu. La chaleur fait fondre la glace environnante qui regèle après le feu.
Avec des températures sous zéro et l'obscurité qui règne dans l'Arctique, les efforts de nettoyage aboutissent à la collecte de 10 500 tonnes de neige et de débris contaminés qui sont immédiatement expédiés nulle part ailleurs qu'à l'usine de la rivière Savannah. Les ministères de la Défense nationale et de l'Énergie ainsi que l'Armée de l'air exposent dans un rapport commun le cas de la bombe de Savannah. Aucune capsule nucléaire n'a été impliquée, mais l'existence de documents du gouvernement semble contredire cette histoire officielle. Le Congrès a convoqué une réunion secrète avec les différents comités sur l'énergie atomique, et il a mis le Pentagone au pied du mur. Il a demandé « Messieurs, dites-nous la vérité, combien de bombes avons-nous vraiment perdues ?» Cette lettre, écrite par le secrétaire de la Défense et qui fait état du résultat de l'enquête du Congrès, indique que de toutes les bombes perdues, seulement 2 sont des armes nucléaires complètes. Le premier incident survient en 1965. C'était un avion A4 sur un porte-avions qui est tombé de l'aire de chargement avec à son bord une arme nucléaire. Il a coulé au large de la côte du Japon. La deuxième et unique autre bombe perdue, reconnue comme étant une arme nucléaire complète, est celle qui gît dans le fond de Wassa Sound, au large de Savannah. Oui, la bombe de Savannah est une véritable bombe atomique armée complètement. La tragédie dans tout cela est que personne ne sait rien de ces bombes. Personne ne peut rien dire, sinon qu'elles sont disparues. On ne peut pas affirmer si nous sommes proches ou loin d'une détonation nucléaire. Personne ne peut dire si l'un des 5 détonateurs de la bombe a été amorcé et si une malencontreuse explosion d'un des verrous pourrait faire éclater une bombe à Savannah. Ça reste du matériel radioactif. Une grande quantité de cette substance est toxique et il vaut mieux ne pas se trouver dans les environs. Les boîtes qui contiennent cette arme sont en métal. Dans quelque temps, l'eau et le sel commenceront à endommager les seaux et les soudures. Lentement mais sûrement, cette substance va commencer à se déplacer dans l'environnement. Parce que nous vivons sur une planète où tout est recyclable. Même en ne sachant pas ce que contient une bombe atomique, le ministère de l'Environnement ne permettrait jamais à quelqu'un de déposer une bombe dans l'eau d'une rivière comme la rivière Savannah ou dans une région comme celle-là. La bombe de Wassa Sound contient probablement de l'uranium-238, un élément avec une période de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Comme n'importe quel enfant d'école sait, l'uranium est radioactif et peut rendre les gens très malades. Une particule alpha équivaut à 1000 rayons X. Il n'y a aucune dose sûre. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement reconnaît cela dans ses standards de radiation. La commission qui régit le nucléaire aux États-Unis, les corps internationaux, disent tous qu'il n'existe aucun seuil où la radiation est sûre. Because in plain language, nuclear radiation will kill you if you get too much of it. Dans une étude, le Pentagone rapporte 32 incidents nucléaires qui se sont produits entre 1950 et 1980, une moyenne d'environ 1 par année. Depuis 1980, le Pentagone est demeuré silencieux au sujet d'incidents impliquant des armes nucléaires. Considérant ces résultats, il est facile de comprendre pourquoi. Je pense que ces incidents, avec l'information qui demeure toujours confidentielle aujourd'hui, continuent à être cachés parce qu'ils sont très embarrassants, ce qui pour moi n'est pas une raison légitime de les classer. Ce serait agréable que le gouvernement se blanchisse, comme il l'a fait dans d'autres secteurs du nucléaire, et qu'il avoue, oui, nous avons commis quelques erreurs. Pendant les années 50, la technologie de la recherche sous-marine et le sauvetage est primitive. Ces dernières années, le développement de nouvelles technologies sous-marines a mené à l'emplacement et l'exploration du Titanic à sa tombe aqueuse à 5000 mètres de profondeur. En 1999, la capsule spatiale Liberty Bell de l'astronaute Gus Grissom, un objet pas plus grand qu'une cabine téléphonique, est récupérée à des centaines de kilomètres au large de la côte de la Floride. Dave Warford, un expert en recherche et découverte sous-marine qui a joué un rôle clé au cours de ces 2 expéditions, nous parle de la bombe de Savannah. Est-elle enterrée dans la boue? Le courant l'a-t-elle entraînée?
Il y a beaucoup d'implications dont il faut tenir compte quand on entreprend une recherche comme celle-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec les pas de géant qu'a fait la technologie, rien n'est impossible. En 1999, John F. Kennedy fils, accompagné de son épouse et de sa belle-sœur, monte à bord d'un avion privé qui s'écrase au large de l'île de Martha's Vineyard. Une recherche sans précédent s'ensuit, conjuguant les efforts de la garde côtière et de la marine. Miraculeusement, l'épave est retrouvée et récupérée seulement quelques jours plus tard. Avec ce genre de technologie disponible, la même chose ne pourrait-elle pas être entreprise pour récupérer la bombe perdue de Savannah? De nombreuses questions restent sans réponse au sujet de l'arme nucléaire perdue gisant au fond de Wassasand, près de Savannah, en Géorgie. Le métal qui l'entoure pourrait-il être demeuré intact après une chute de milliers de mètres? Contient-elle toujours le même cocktail toxique d'éléments radioactifs? La guerre froide ayant pris fin depuis longtemps et la SAC dissoute, peut-être est-ce le temps pour les militaires américains de remettre en place les éléments d'un passé ébréché. Si ce n'est pour l'environnement ou pour les gens de Savannah, peut-être alors pour honorer la bravoure des aviateurs courageux comme Howard Richardson, Robert Lagerstrom et Clarence Stewart, qui ont héroïquement protégé le ciel de l'Amérique d'une invasion pendant les sombres et sinistres années de la guerre froide. Ces pilotes de la guerre froide, les pilotes de la SAC et de la TAC, sont rien de moins que des héros. La guerre froide étant terminée, nous pouvons maintenant parler librement et dire « Qu'est-ce que ça fait dans mon jardin ?» et non « Merci d'avoir protégé ma liberté ». Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été récupérée, et c'est probablement la question que se pose une foule de gens. Une bombe atomique ne devrait pas se trouver dans une rivière près de Savannah, en Géorgie, ni sur une ferme de Caroline du Nord, ou au large de Puget Sound, ni près de Cape May, dans New Jersey. Le gouvernement des États-Unis, le ministère de la Défense et les gens qui s'occupent de disposer du matériel explosif devraient aller les retirer. Si on nous disait qu'une bombe atomique gît au large des côtes américaines et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour aller la récupérer, pourrions-nous le faire? Absolument. 12 bombes atomiques. C'est tout ce que les États-Unis ont prétendu avoir perdu au cours des années 60. L'aviation russe a probablement mené un nombre comparable de missions pendant la guerre froide et n'a jamais affirmé en avoir perdu une seule. Les alliés de l'OTAN, armés d'ogives américaines, ont patrouillé l'Europe pendant toutes les années de la guerre froide. En ont-ils perdu? Combien de bombes pouvons-nous supposer avoir échappé? 25? 50? Je vous invite à me rejoindre ici, dans les souterrains où sont à l'abri les archives oubliées. Of the Phenomenon Archives.